Bienvenue sur le plateau de 26 minutes en Afrique et dans le monde. L'économie et la diplomatie s'invitent aujourd'hui. D'un côté, le retour en lumière de la politique commerciale de Donald Trump, une stratégie qui a secoué l'ordre économique mondial et qui continue de faire des vagues, même en Afrique. Et de l'autre, une nouvelle tension entre l'Algérie et le Mali, dans une région sahélienne déjà fragilisée par les conflits et les luttes d'influence, commerce mondial, diplomatie africaine, sécurité régionale. Puisque c'est le cas, nous avons invité sur ce plateau un consultant en économie, Jules Agbo, qui est là. Bonjour Jules Agbo. Bonjour Madame Maëlle. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Ça fait honneur. Alors, en face de vous, Rodolphe Ataï, qu'on connaît déjà, qui est juriste. Bonjour, Rodolphe. Bonjour, Madame Maëlle. Bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour à Monsieur Jules. Alors, je démarre avec vous, Rodolphe. La politique commerciale de Donald Trump a profondément bouleversé l'ordre économique mondial. Comment définir sa doctrine? Alors, merci, Madame Maëlle. Par rapport à la question de Donald Trump, vous savez, j'ai l'habitude de dire que nous, les panafricanistes, nous, en tout cas, qui prônons la souveraineté, nous aimons les présidents, sinon les dirigeants qui tiennent leurs promesses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faudrait d'abord rappeler que pour une fois au monde, rarement et très rarement, nous avons vu un président de la République qui, une fois élu, n'a pas oublié ses promesses électorales et donc, effectivement, ce qu'il a promis pendant les élections, il est en train de le réaliser. Et donc, sans d'abord rentrer sur le sujet, il faudrait d'abord saluer quand même ce dynamisme du président américain Donald Trump, qui quand même a promis rendre à l'Amérique sa grandeur, sa toute-puissance économique qu'elle a eue par le passé, donc aux Américains, ce qu'il a commencé par faire. Maintenant, revenons sur le sujet. La guerre commerciale, puisque c'est comme ça que je la qualifie, qui a été déclenchée par le président américain Donald Trump, vous savez, il l'a dit et il l'a fait. Mais quelles sont les conséquences de cette décision? Justement, je pense que c'est là qu'il faut s'attendre au niveau de l'analyse. Alors, du point de vue de l'analyse, il faut quand même retenir que cette décision qu'il a prise en première position, il a d'abord imposé 10% à tout le monde. Par la suite, il dit non. Ceux qui consomment beaucoup plus, ceux qui piratent notre économie, ceux qui exploitent la ressource que nous avons à l'interne dans notre pays, c'est la Chine. Et puis, il y a plusieurs autres États. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'équilibre en matière économique. Vous exploitez plus chez nous, vous bénéficiez, vous tirez plus de profit dans mon pays, plus que je n'en tire chez vous. Et donc, pour pouvoir pallier à cela et pour pouvoir faire gagner effectivement de l'argent à son pays, il a pris donc la décision d'imposer des droits de douane avec son tableau, son célèbre tableau d'ailleurs, qui est devenu très célèbre, où il demande à côté, il met combien le pays nous taxe sur nos produits, il dépose et dit bon, nous on les taxe à tel pourcent. Vous voyez, la Chine elle nous taxe à combien? 200%. Donc d'accord, 100, nous on les taxe à 250. C'est exactement comme ça il a joué au jeu, comme si c'était un jeu de petits enfants. Maintenant, la conséquence. Vous savez, on peut en venir aux conséquences? Oui, justement, conséquences. On va y venir. Mais vous voulez dire deux mots dessus? Allez-y, rapidement. Il faut retenir que là, tout de suite, dans un cours, c'est-à-dire à court, à moyen terme, c'est-à-dire forcément l'avantage revient aux Américains, à Donald Trump. Mais je pense qu'à long terme, si cette politique va continuer, je pense qu'il aura l'effet boomerang au fait de cette politique-là, puisque ça va profiter aux Chinois, puisque les Chinois sont capables de s'adapter. Et s'ils s'adaptent, là, il a un problème. Et n'oubliez pas que s'il a pris cette décision, c'est en conséquence, c'est avec une logique
avec son objectif de quitter l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Oui. Voilà, j'en reviendrai si j'ai le temps. Justement. Alors, Jules Agbo, de votre regard d'économiste, il s'agit-il d'un multilatérisme ou d'un nationalisme économique? Merci beaucoup, Madame Maëlle. Je vais faire une analyse économique sur 2 temps. Et tout d'abord, revenons à l'économie. Qu'est-ce que l'économie nous enseigne? L'économie nous enseigne d'exporter plus et d'importer moins. Et du coup, lorsque Trump décide de tasser les importations, je pense que sa politique vise le protectionnisme. Bien sûr. Ça, on le remarque déjà dans ses actions. Voilà. Axé sur la réduction des déficits commerciaux américains et favoriser la production locale et tout à fait stimuler la croissance du pays. Et voilà. Et donc, si on va approfondir un peu, vous devez constater que lorsqu'on parle du déficit commercial, ça veut dire simplement qu'il y a plus d'importations que les exportations. Donc, il a décidé maintenant qu'on va tasser. Alors, retenons également que les Américains sont les premiers consommateurs au monde. Et donc, lorsqu'ils décident cela, la Chine a répondu à une taxe équivalente. Mais reste à savoir si la Chine peut tenir durant 1 mois, 1 an ou bien voire 5 ans. Alors, nous devons remercier Trump d'avoir initié cette politique parce que ça va permettre une réduction nette des devises vers l'extérieur. Il n'y aura plus cela. Des devises vers l'extérieur, il n'y aura plus cela. Donc, ils vont rester en Amérique et puis elles seront du moins réparties dans l'économie. Et puis, d'ici là, ils peuvent retrouver leur souveraineté économique. Merci. Alors, puisque vous abordiez tout à l'heure le volet des conséquences, l'Afrique, bien que marginale dans le commerce mondial, n'a pas échappé également à certaines répercussions. Comment les tensions sino-africaines ont-elles influencé les relations commerciales africaines? Alors, par rapport à la préoccupation, j'aimerais dire que tout à l'heure, je disais qu'il faut quand même retenir que cette décision que Donald Trump a prise, il l'a pris dans une logique avec son départ de l'Organisation mondiale du commerce. Puisque si juridiquement ces règles-là, ils étaient toujours dans l'OMC, alors il y a quand même des règles contraignantes qu'ils sont obligés de respecter. Et donc, ils ne pourraient donc imposer ce droit de douane-là n'importe comment. Mais en quittant l'organisation, en signant le décret de quitter, il a donc rompu, écarté ces règles-là, donc il est libre désormais de naviguer comme il veut. Maintenant, pour revenir à la question, il faut quand même noter que cette décision qui a été prise par Donald Trump, non pas de venir directement en Afrique, je ne viendrai pas en Afrique puisque tout le monde pense en même temps que les conséquences, quand on prend une décision, ça vient sur l'Afrique. Le géant qu'on connaît en matière communautaire, l'Union européenne, n'a pas échappé à cette crise-là. Il ne faut pas oublier que l'Union européenne, c'est-à-dire a subi de plein fouet les effets des conséquences négatives de cette décision, avec le président, je crois, Emmanuel Macron, qui faisait même un appel, qui appelait les économistes français à former un bloc autour du gouvernement, donc l'Europe, pour pouvoir contrer, aussi riposter contre le président américain. Mais rapidement, je pense que les économistes, les grands capitalistes, les plus grands investisseurs européens ont immédiatement décliné leur, puisque, comme le disait mon confrère tout à l'heure, c'est là je suis d'accord avec lui, en imposant les droits de douane, ils cherchent à contrer l'exportation donc de la Chine, qui constitue donc l'importation dans son pays. Oui. Et pour pouvoir contrer cela, il est obligé donc de faire une promotion d'une certaine taxe, c'est-à-dire lorsque vous délocalisez votre entreprise vers les USA et que vous voulez exporter vers ailleurs, la taxe est moindre. Contrairement au fait que si vous êtes donc en Chine et que vous voulez produire en Chine et vous voulez envoyer aux États-Unis. Maintenant, je suis d'accord que cette décision aura des conséquences négatives sur les petits États, les États africains que nous avons donc chez nous. Vous savez, il a dit 10% pour tous les autres États.
Donc, y compris donc, le Bénin, aujourd'hui, si on doit faire une exportation peut-être de nos cotons, de nos cacao, bon, je dis cacao pour la Côte d'Ivoire, peut-être, comment appelle-t-on, du riz ou je sais pas. En tout cas, si aujourd'hui le Bénin décide d'exporter des produits vers l'Amérique, les USA, nous sommes obligés également, nous serons taxés à 10%. Donc, les petits États, évidemment, vont souffrir de cette politique. Ils vont connaître donc aussi une souffrance due à cette décision et malheureusement, je pense que, je vous ai toujours dit, quand on prend une décision à l'extérieur et que ça vous influence, vous devez apprendre à vous adapter. Les États africains doivent en même temps commencer par prendre connaissance, c'est-à-dire conscience au fait de notre situation pour chercher à développer un marché intérieur plus dense. Je vais finir en disant que si par exemple la Chine, comme on le dit, la Chine produit mais la Chine ne consomme pas. Et c'est tout le problème de la Chine. Avec une population de plus d'1,5 milliard, vous imaginez que si la Chine consommait, les États-Unis, 300 millions d'habitants ne peuvent pas donc faire le poids face à un marché intérieur de 1,5 milliard. Donc, justement, il faut donc faire la promotion du consommation local et donc pour avoir une forte densité au niveau du marché intérieur interne au niveau de la consommation. Merci. Alors, merci à vous, Jules Agbo. Trump a tenté de remodeler ses relations commerciales en forçant des renégociations. Faut-il y voir un affaiblissement de la coopération multilatérale? Alors, sur les conséquences, on va d'abord analyser les conséquences en Amérique avant de le faire en Afrique. Alors, lorsque Trump a imposé cette taxe, et je pense qu'il n'a pas respecté le principe de l'avantage comparatif qu'initie David Ricardo. Ce principe stipule juste que les États doivent produire des biens dont les coûts ont des avantages comparatifs et les revendre. D'accord? Donc, il est en train de bafouer ce principe. Et chemin faisant, le coût qu'il devait avoir lorsqu'il est spécialisé dans la fabrication, bien la production d'un bien, les États-Unis d'Amérique n'auront plus ça. Donc, ça là est bafoué. Secondo, il y a ce que nous appelons ici également en économie, qu'on appelle le coût d'opportunité. D'accord? Lorsque il préfère la consommation locale au détriment des produits qu'il peut importer à moins de coût de l'extérieur vers son pays, il est en train de sacrifier deux facteurs, à savoir le facteur travail et le facteur capital, qui peuvent être redéployés dans d'autres entreprises. Donc, ces deux concepts ne sont pas vérifiés, ce qui fait que l'Amérique aura des problèmes dans peu de temps. Mais on se demande, mais vu toutes ces conséquences économiques qui ne sont pas des moindres, pourquoi Trump alors tente forcément de tasser les autres pays? Quelle est la logique derrière ça, la détermination dans ces décisions? Alors, vous devez comprendre que, je l'ai dit au début, d'accord? L'objectif, c'est d'exporter plus et d'importer moins. Ou au pire des cas, il faut équilibrer la balance commerciale. D'accord? Donc, Trump a constaté qu'ils importent plus que les exportations. Ce qui voudra dire que son économie est tournée vers l'Europe et vers la Chine. Donc, à long terme, l'Amérique aura des problèmes. Donc, c'est ce qui fait qu'il a tassé ces produits qui vont quitter la Chine ou bien l'Europe pour venir en Amérique. Du coup, les autres vont fuir et maintenant, il va faire... Mais le retour de la manivelle avec les autres États qui finissent par tasser également ces produits. Oui, la question est de savoir. La question est de savoir, est-ce que l'Amérique exporte plus vers ces pays? Mon confrère l'a dit tout à l'heure. La Chine fabrique, mais ne consomme pas. Maintenant, la Chine consomme quels produits? Est-ce que ce sont les produits américains? Ou bien quoi? Donc, on ne sait pas. Donc, de toute urgence, j'aurais appris même que la Chine a mené une politique de dévaluation monétaire pour compenser le déficit que Trump est en train de faire. Mais, tout à fait, la Chine peut le faire. Mais est-ce que la Chine peut tenir devant 1 an, 2 ans ou bien 3 ans? La Chine ne peut pas. Donc, en réalité, au moment où nous sommes maintenant, bien là où nous sommes maintenant, c'est l'Amérique qui est en train de gagner.
Ça Vous vous en ment. êtes sûr? Oui, je suis sûr. Très sûr, parce que- Malgré les mouvements que développe la Chine ces derniers temps aussi pour montrer qu'ils produisent pas mal de produits américains. Oui, Rodolphe, je vous sens réel. Permettez-moi d'intervenir en disant allez. que, d'accord, je suis d'accord que l'Américain est en train de gagner. Je l'ai dit à court et à moyen terme. Mais je pense qu'à long terme, la Chine est capable de s'adapter. Et si la Chine s'adapte, les États-Unis vont en baver très fort. Et l'autre chose que je voudrais dire, je suis d'accord avec mon confrère, c'est que les Chinois, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ne consomment pas, mais ils produisent énormément. Ils seront obligés de faire ce qu'on va appeler la recherche de nouvelles débouchés. Donc les Chinois vont chercher à se tourner vers d'autres marchés intérieurs. Et c'est là, tout à l'heure, je vous disais que les États africains, donc dont les nôtres, doivent au fait en même temps prendre conscience. Sinon, nos marchés seront d'ici peu inondés. Vous savez, si vous produisez et que vous n'exploitez pas, vous n'avez rien. C'est en exploitant que vous vendez cette fois-ci. Et donc, ils vont chercher donc à aller vers d'autres marchés. J'ai déjà vu, ils sont déjà en train de mener des démarches pour déjà, c'est pas exporter plus leurs produits vers l'Union européenne. Puisque les États-Unis ne marchent plus, donc il faut chercher une alternative. Mais en cherchant l'alternative, il faut que ceux qui vont recevoir, c'est-à-dire ces produits-là également, se posent la question de savoir est-ce que c'est bon pour nous? Si aujourd'hui les États-Unis, qui pendant longtemps ont toujours accepté, aujourd'hui refusent, est-ce que c'est bon pour nos pays d'accepter qu'on importe tout et qu'on ne produit pratiquement rien? C'est la question. C'est la question, ça. Alors, je reviens à vous, Jules Agbo, à l'heure où l'Afrique ambitionne de se constituer un bloc économique. Je parle particulièrement de la ZLCAF. Quelles leçons tirer de la politique de Donald Trump pour défendre ses intérêts dans le commerce international? Alors, je dirais tout simplement que si nous prenons les pays africains, d'accord, quels sont les produits que nous fabriquons et quel est le pourcentage qu'on envoie en Amérique? Et je pense que ce pourcentage est minime. Et malgré cela, Trump est en train de tasser de 10%. Alors, lorsque Trump est en train de faire ça, il est en train de dire simplement aux Africains, lorsque vous produisez, mangez ça chez vous. On ne veut pas vos produits. Et donc, il est en train de stimuler la consommation locale depuis son pays vers les pays de l'Afrique. D'accord? Parce que c'est ce qu'on constate généralement en Afrique, qu'on produit, mais on ne consomme pas. On envoie ça à l'étranger, ce qui n'est pas bon. D'accord? Il faut exporter peut-être plus, il faut exporter plus et importer moins. Donc, il est en train de dire simplement que si vous produisez là, consommez chez vous. Et c'est tout. Et c'est tout. Alors, comment dans ces circonstances, l'Afrique peut-elle se défendre sur le plan international face à ces puissances mondiales sans forcément exporter? Bon, je pense que on va exporter, mais comme l'a dit mon confrère, il faut exporter dans une dimension réduite. Il ne faut pas compter que sur l'exportation. C'est bon, comme on le dit, faisons la promotion du consommation local. Mais si on produit évidemment et que c'en est de trop, pensons plutôt, au lieu de penser à l'exportation, là je suis toujours radical dans mes analyses, au lieu de penser tout le temps à l'exportation, puisque vous savez quand on est en Afrique, on parle de l'exportation, souvent c'est des produits bruts. L'exportation africaine, c'est souvent produits bruts. Alors que de la Chine dont on est en train de parler ici, c'est des produits finis. C'est des produits manufacturés déjà finis. Donc ce que je pense que les Africains doivent apporter ou adopter comme solution à l'heure actuelle, c'est de penser à la production. C'est-à-dire, on exploite nos éléments, on les produit, on les transforme chez nous. Ce qui fait que même si on n'exporte pas, on pourra toujours transformer pour avoir un plus sur le bénéfice au niveau du produit, même à l'interne. Et si, évidemment, avec l'initiative de la ZLCAF, de la zone économique de libre-échange du continent africain, si aujourd'hui les États africains ne prennent pas conscience avec l'Union africaine qu'il faut que ensemble, c'est-à-dire toute l'Afrique puisse parler, c'est-à-dire comme étant un seul marché au niveau international, on ne fera jamais le poids face donc à ces géants-là. Je voyais un ministre de la Côte d'Ivoire parler hier en disant que la Côte d'Ivoire, en riposte de la mesure de Donald Trump, va augmenter le prix du cacao. Je souriais. Que signifie la Côte d'Ivoire face
à un géant américain. Rien du tout. Rien. Alors, à présent, que retenir de la nouvelle crise entre l'Algérie et le Mali? Je me tourne vers vous, Jules Agbo. Les relations entre l'Algérie et le Mali, longtemps complexes, semblent connaître une nouvelle crise. Quelles en sont les causes profondes selon vous? Alors, c'est d'abord une crise diplomatique. Et si nous allons chercher la cause ou bien le problème, c'est la lutte contre le terrorisme. Bien sûr. Voilà. Alors, la question est de savoir si le Mali et l'Algérie ont un accord militaire. Et même s'ils avaient un accord militaire, avant qu'on envoie un drone sur le territoire qui n'est pas les nôtres, ils doivent informer les autorités. Sinon, j'ai suivi le communiqué des autorités de l'Algérie qui disait qu'un drone s'est retrouvé sur le territoire sans leur consentement. Donc, ils l'ont battu. Et je vois qu'ils ont totalement raison. Mais dans le même temps, les autorités maliennes disent que le drone a été détruit sur le territoire malien à 5 km avant la frontière de l'Algérie. Donc, soit c'est sur le territoire d'Algérie, soit c'est sur le territoire malien. Mais je me demande à qui faire confiance. Et ce qu'il faut comprendre là également, c'est que lorsque deux États entrent en guerre, sachez qu'il y a un point qui cache cette lutte-là, cette lutte d'influence. Oui. Forcément. Voilà. Il y a un point qui nous cache et ne veut pas dévoiler. Et là, on fera beau le discours, mais on va juste rester sur la surface. Dans le superflu. Voilà. Alors, Rodolphe, l'Algérie reproche quand même au Mali de remettre en cause aussi l'accord d'Alger. De son côté, Bamako soupçonne Alger de parti pris. La confiance est-elle définitivement rompue entre les deux capitales? Alors, vous savez, juridiquement et du point de vue diplomatique, lorsque qu'une situation du genre se produit, il faut vraiment réfléchir. Alors, la première des choses, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, il faut toujours aller vers la cause, partir de la cause. Alors, la cause, les autorités algériennes disent qu'ils ont abattu le drone à 5 km c'est-à-dire sur leur territoire. 5 km. Selon les coordonnées, donc les dernières coordonnées qui ont été fournies par informations, références qui ont été fournies par le drone qui a été abattu, le drone était situé à 5 km au niveau du territoire du Mali, donc c'est-à-dire à la frontière entre l'Algérie et le Mali, à 5 km de la frontière. Maintenant, je me pose la question de savoir si un drone, et ça, je crois que les mathématiciens vont s'en charger, si un drone rentre dans votre pays, sur votre territoire à 5 km, et vous l'abattez comme avaient affirmé les autorités algériennes, comment ce drone-là pourrait se retrouver sur le territoire du Mali, abattu à 5 km? Cela voudrait dire que ce drone-là aurait parcouru 10 km après avoir été abattu par un missile à bout portant. Pensez-vous que c'est logique? Maintenant, quant à moi, je ne pense pas. Cela voudrait dire clairement, cela dénote clairement c'est-à-dire d'une volonté de l'Algérie peut-être de se justifier, peut-être juste l'attaque. Maintenant, l'autre chose que je pense, et je crois que je l'ai suivi également dans l'intervention du ministre algérien qui disait le Mali, en voulant assurer sa protection dans la lutte contre le terrorisme, ça pousse à l'extrême donc les terroristes contractent donc sur le territoire de l'Algérie. Et donc c'est comme si en faisant la traque au niveau de la frontière, peut-être sans ou en l'absence d'un accord de coopération existentielle, comme l'a dit mon confrère, entre les deux États, puisque vous ne pouvez pénétrer sur le territoire d'un État sans son consentement, moins vos avions ni vos drones ne peuvent le faire. Donc, au cas où ce serait le cas, donc, je suis d'accord qu'il faudrait quand même qu'il y ait une concertation, une collaboration, une coopération entre les deux États pour lutter efficacement contre le terrorisme. Mais,
Si vous suivez donc la réaction qui a suivi au niveau des États de l'Alliance des États du Sahel, vous allez donc constater que ce sont des réactions qui incriminent directement l'Algérie. C'est-à-dire qu'ils estiment d'ailleurs que l'Algérie sert de base arrière pour les terroristes. Ce sont des accusations graves au regard du droit international. Vous ne pensez pas que... Oui, allez-y. Et pour finir, à la longue, puisqu'il faut toujours analyser la décision à la longue, vous voyez ce qui se passe actuellement. L'Algérie est accusée donc de servir de base arrière pour les terroristes. N'oubliez pas, l'Algérie n'a plus subi d'attaques terroristes depuis un bon moment. Depuis un bon moment, elle n'a plus subi. Pendant ce temps, les pays de l'AES, eux, continuent toujours de lutter contre leur destin. Je ne voudrais pas faire des affirmations, comme vous le savez. Juristes, nous affirmons ce sur quoi nous avons des preuves. Cela reste certes des suppositions, mais comme l'a dit mon confrère, les affaires entre États, souvent peut-être toutes les informations ne sont pas communiquées. Et donc, à ce niveau, je voudrais être réticent, ne pas dire c'est tel État qui a tort ou tel qui a tort, mais peu importe s'il n'y a pas de coopération, je vous ai toujours dire que la lutte contre le terrorisme au Sahel ne peut, c'est-à-dire porter ses fruits véritablement que si et seulement s'il y a une coopération, une concertation entre tous les États limitrophes avec les pays du Sahel, y compris le Bénin, le Togo, tous les pays, le Tchad. Mais tant que ce ne serait pas le cas, je vous jure que cette lutte-là, ce phénomène ou ce fléau de l'extrémisme violent, le terrorisme, ne va pas finir de sitôt. Alors, Jules Agbo, vous y voyez une influence des nouveaux alliés comme la Russie dans cette crise assez stratégique? Alors, je vais partir du Bénin. Je vais partir du Bénin parce qu'il n'y a pas longtemps, le Burkina Faso accusait le Bénin comme la base des terroristes. Sans des preuves, ou bien ils ont des preuves selon ce qu'ils sont en train de dire. Ce n'est pas parce que le Bénin ou bien d'autres pays ont d'autres coopérations militaires avec d'autres puissances et que vous avez avec la Russie, que vous allez dire que les autres pays servent de base pour le terrorisme, pour lutter contre vous. Non. Ils ont parlé de libre-échange et de libre coopération. Si nous, c'est les Français, on veut, et on a un accord militaire avec les Français, et qu'eux ne veulent pas les Français, ce n'est pas une raison d'affirmer que le Bénin ou bien l'Algérie sert de base pour le terrorisme. Alors, concernant la Russie, bien vrai, dans le monde aujourd'hui, la Russie n'est pas petite. Elle représente une force géante en matière d'armée. Bien sûr. Voilà. Et donc, c'est ce sur quoi les pays de Sahel se glorifient et disent simplement bien c'est l'œuvre pour dire que tel pays sert de base, tel pays sert de base pour le truc. J'aimerais demander à ces pays simplement de ne pas continuer les besognes. Et comme l'a dit déjà mon confrère, il faudrait qu'on trouve une synergie de coopération entre tous les pays limitrophes de ces 3 pays du Sahel pour que la lutte soit efficace. Prenons l'exemple du Bénin. Il y a de cela 5 ans. On ne parlait pas du terrorisme au Bénin. Il y a de cela 3 ans. On ne parlait pas du terrorisme au Bénin. Mais il faut que le Mali, le Burkina, les autorités viennent au pouvoir et commencent la lutte. Et on a constaté que les terroristes qui vivaient chez eux ont commencé par pénétrer nos sols et autres là, ce qui cause des problèmes aujourd'hui au Bénin. Sinon, on n'avait pas de ce problème-là. Il n'y a pas plus de temps. C'est ce que j'aimerais ajouter. Merci à vous. Alors, pour finir rapidement, Rodolphe, cette brouille peut-elle compromettre la stabilité déjà fragile dans le nord du Mali et relancer les violences dans la région de Kidal? Alors moi, je pense que cela n'arrivera pas, même si peut-être c'est l'objectif, peut-être d'autres puissances qui ont des agendas cachés que nous ignorons, peut-être dans l'ombre. Je pense que cela n'arrivera pas parce que déjà le Mali est sur le qui-vive à l'heure actuelle. Les précautions, les dispositions sont prises. Et pendant le même temps, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, est également sur le qui-vive. Et de l'autre côté, vous voyez aussi il y a une force unifiée qui est en train d'être mise en place au niveau de l'Alliance des États du Sahel actuellement, qui donc va permettre de mutualiser les efforts dans la lutte contre le terrorisme. Et c'est ce que nous souhaitons tout à l'heure, mais nous, je pense que
il ne faut pas que cela reste au niveau de la Confédération Alliance des États du Sahel. Il faudrait que cela puisse s'étendre aux autres États. Il faudrait que les présidents des États voisins aux pays membres de l'AES puissent penser à mettre en place, c'est-à-dire cette force-là conjointe, comme on l'avait fait avec la mission du G5 Sahel par le passé, même si elle n'a pas prospéré, comme on le dit. Il faudrait qu'on pense également à mutualiser nos forces pour que, vous savez, mutualiser les forces, ça veut dire mutualiser les frontières. Ça veut dire que cette force conjointe peut pénétrer, quitter sur le territoire de tel État pour aller sur l'autre, traquer les terroristes jusqu'à leur dernier recensement pour pouvoir les neutraliser. Puisque c'est de ça qu'il s'agit et c'est l'objectif ultime. Comme ça, on pourra mettre fin. Après, chacun pourra toujours rester dans son idéologie choisie, avec qui il a envie de collaborer, de coopérer. Ça, on s'en fout. Mais là, tout de suite, le problème, il est commun. Et ce problème peut à peu en train de prendre place en Afrique, ce que nous ne voulions pas. Alors, merci à vous, mesdames et messieurs. Voilà qui met un point final à nos échanges entre les secousses du commerce mondial relancées par la doctrine Trump et les crispations diplomatiques entre le Mali et l'Algérie. Une chose est claire, le monde évolue dans un climat d'instabilité où chaque décision compte, qu'elle soit prise à Washington, Alger ou ailleurs dans le monde. Merci à nos invités, particulièrement merci à vous, Jules Agbo, d'avoir répondu présent, en espérant vous retrouver très vite, très prochainement encore sur le plateau de 26 minutes en Afrique et dans le monde, et pourquoi pas sur plusieurs autres thématiques. Et comme d'habitude, merci Rodolphe Ataï. Mesdames et messieurs, on va se dire à dimanche prochain pour un nouveau numéro.